Toi, on se retrouve pour la deuxième partie sur beaucoup de la lecture et l'analyse d'Esther Vilar. On va lire aujourd'hui donc là j'ai eu l'introduction du bonheur de l'esclave. J'ai lu aussi le premier chapitre qui était qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qu'un homme, et là qu'est-ce que la femme. Alors, lecture. Donc avant de commencer, je voudrais rappeler que Esther Vilar, c'est avant tout une médecin. Elle répondait aux critiques de la deuxième vague de féminisme. Donc attendez un instant, hop là. Je vais vous lire juste la quatrième de couverture parce que je pense que ça peut être intéressant. Tous les jours, des déclarations fracassantes soulignent l'asservissement de la femme. C'est le moment que choisit Esther Vilar pour proclamer le contraire. Les esclaves, dit-elle, c'est l'homme. Dès sa jeunesse, on lui apprend à respecter celle qui est sa mère, celle qui sera sa compagne et la mère de ses enfants. La femme se sert de son sexe pour le dominer. Elle satisfait les appétits charnels de l'homme pour qu'en échange, il la nourrisse, l'entretienne et élève les petits de sa femelle. Ses enfants à elle, her children. Il faut donc désacraliser la femme, la voir telle qu'elle est, spécialisée dans la prostitution légale, dans l'artifice et la rapacité. Paradoxale, cette thèse, qui prend le contre-pied de Kate Millett et de Shulamit Firestone. Alors, juste pour donner un petit contexte, je suis allé voir. Kate Millett, c'est une lesbienne, voilà. D'ailleurs, elle est pas très belle, hein. Attendez-vous. Je pense que c'est pour ça qu'elle est lesbienne, mais je rigole même pas en disant, les gars. Il y a des femmes, parce qu'elles sont pas attirantes, elles vont, pour les hommes, ou elles vont se rendre pas attirantes pour les hommes, parce que, voilà, quoi. Elle préfère les hommes. Et Shulamit Firestone, elle est schizophrène. Donc, vous voyez, encore une fois, je vous le dis, les gars, les femmes qui ont promu le féminisme de deuxième génération, à savoir l'égalité économique, oui, les hommes gagnent plus que les femmes, les hommes travaillent plus que les femmes, les hommes prennent plus de risques que les femmes, je crois c'est les femmes qui gagnent plus que les hommes, en fait. Avec le congé maternité, avec les congés pour les règles, etc., avec les différentes primes, et patati patata. Mais bon, ça, on vous le dit pas, on fait quoi? Oui, égalité salariale, pour chaque dollar que gagne un homme, une femme gagne 76, 67 cents. Bullshit, les gars, je vais dire. On se rend pas compte de la productivité d'un homme. Une femme dans l'armée, je veux dire, enfin, voilà. Moi, j'ai vu des femmes dans l'armée, je vous le dis tout de suite, nous, on avait 20 obstacles au parcours du combattant, elles en avaient 16. Et plus de temps qu'elles, plus de temps que nous. Mais comme disait un sous-lieutenant, qui a très longtemps, en 2008-2009, les balles courent pas moins les balles volent moins vite pour les femmes que pour les hommes. Voilà. Alors, paradoxale cette thèse, oui, jusqu'à un certain point. Non, dans sa conclusion. Car Esther Vilar, comme ses consoeurs en contestation, exige une réelle égalité des sexes. Encore une fois, c'est un délire, c'est l'égalité des sexes. Je sais pas d'où ça vient, ce délire de l'égalité. Ça vient probablement de la Révolution française. Une égalité où la femme ne sera plus une poupée vouée à l'idiotie par son éducation. C'est vrai, en fait. La plupart des nanas sont éduquées comme pour être teubées, en fait. Elles sont éduquées pour être des rouages. L'université, où il y a de plus en plus de femmes, on pense à l'égalité, mais en fait, non. Moi, je veux dire, les meufs, elles vont avoir tous des diplômes, donc les diplômes ne vaudront plus rien, parce que tout le monde en a. Et ensuite, elles ne trouveront pas de travail, elles seront au chômage, et elles devront faire des boulots de merde, et ensuite, elles devront faire des grèves étudiantes, voilà. Alors que les mecs, ils se taperont les boulots de maçon, les boulots de charpentier, de menuisier, les boulots d'électricien, les boulots manuels, quoi. Voilà. Petit par ses dimensions, ce livre est plus dense que bien des gros essais. Il a provoqué un scandale en Allemagne où un critique s'est écrié. Il est écrit par une bacchante qui piétine toutes les valeurs féminines. De toute manière, il ne peut laisser personne indifférent. Voilà. Voilà, c'est parti. Top. On retourne au chapitre. Alors, qu'est-ce que la femme ? Donc, je vais lire en même temps le texte et je le commenterai en fonction des trucs, quoi. Nous avons dit que la femme, par opposition à l'homme, est l'être humain qui ne travaille pas. En ce qui la concerne, il n'y a donc pas grand-chose à dire de plus. On pourrait donc se contenter de cette définition si le concept être humain n'était trop étendu, trop imprécis, pour rendre compte à la fois de l'homme et la femme. À l'être humain, le fait de vivre offre le choix entre une existence inférieure, réduite en fonction animale, et une vie spirituelle. Incontestablement, la femme penche vers la première, les fonctions animales. Son bien-être physique, son nid, la possibilité d'appliquer en paix les règles de la couvaison, voilà son idéal le plus élevé. Bon, rien de particulier ici. Or, on considère comme prouvé qu'hommes et femmes naissent doués de facultés égales et qu'il n'y a aucune différence d'intelligence à l'origine entre les deux sexes. Alors ça, c'est pas vrai. Il y a des études qui ont été faites comme quoi la masse cérébrale masculine des hommes est en moyenne 10 à 15% plus élevée, même lorsqu'on pondère avec le poids. Donc les hommes ont un plus gros cerveau, donc l'intelligence est un trait dimorphique.
dans une certaine mesure. Et c'est la vérité car les écarts types en termes de QI sont plus élevés chez les hommes que chez la femme. Les QI des femmes est beaucoup plus rapproché, alors que ceux des hommes, il est plus écarté. C'est-à-dire qu'il y a plus d'hommes intelligents qu'il y a de femmes intelligentes, mais il y a aussi plus d'hommes stupides qu'il y a de femmes stupides. Mais il est établi de même que les facultés qu'on ne développe pas dépérissent. Les femmes, faute d'exercer leur intellect et leur esprit, démantèlent de gaieté de cœur l'ensemble de cet appareillage et, après quelques années d'entraînement intellectuel sporadique, s'immobilisent au stade inférieur d'une bêtise incurable. Vous savez, parfois je dis souvent, parfois je dis, mais je le dis aussi souvent, que les femmes, il faut les traiter comme des enfants de 10 ans. Et c'est la vérité, car d'un point de vue de la récompense et de la sanction, de la punition, beaucoup de femmes vont réagir ainsi. Comment tu punis une femme? Silence. Tu dis plus rien. Tu lui prives de ton attention. Et ça fonctionne sur qui, ça? Sur les enfants. Si tu es un homme et qu'une femme te prive de son attention, et ben ta vie, elle continue. Éventuellement, tu fais ta vie ailleurs, tu vas avoir d'autres gonzesses, voilà, tu te concentres sur l'objectif, tu t'améliores, tu gagnes de l'argent, tu gagnes du statut, et la nana, elle a tout perdu. N'oubliez jamais, et c'est horrible ce que je vais dire, mais ça va être encore dans une dimension de rapport de pouvoir, mais c'est plutôt dans une dimension de liberté de soi. Quand tu es un homme, ta vie ne dépend pas du regard des femmes. Ta vie ne dépend pas des femmes. Ta vie ne dépend pas de l'opinion, de la validation, du regard des femmes. C'est tellement important que tu comprennes ça parce que trop d'hommes aujourd'hui, trop de mecs en fait, qui ne sont pas des hommes, ont été des garçons qui ont été dressés par leur mère, et aussi dressés par leur père qui avait été dressé par leur mère et dressé par sa mère à lui-même, et qui ont dit ah faut que tu plaises, faut que tu sois gentil, etc. Faut que tu fasses la conversation, faut que tu fasses le pitre, faut que tu fasses le clown. Faut que tu aies l'assentiment des autres. Non. Un homme, par défaut, un homme devient un homme par la rébellion. Et parce qu'on n'a plus cette rébellion à travers le fait de devenir un homme, parce qu'on plus s'est exercé, on a créé le statut d'adolescent. Les adolescents n'ont pas existé avant, je sais pas moi, il y a un maximum un siècle. Même il y a 60 ans, 70 ans. Après la Seconde Guerre mondiale. Avant, tu étais enfant, puis tu étais adulte. Parce que tu avais des responsabilités, parce que tu suivais ton père, parce que tu faisais le même travail que ton père, parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il y avait ci, parce qu'il fallait subvenir aux besoins de la famille. Là maintenant, on est des perpétuels adolescents, et les mecs, à 20-25 ans, ils sont encore des... c'est des gamins. Ils suivent les rails qu'on leur a dit, oui, il faut que tu fasses des études, il faut que tu fasses ci. Donc ils vivent encore chez leurs parents, c'est pas une chose mauvaise en soi. Mais est-ce que c'est ton statut de dépendance qui peut être problématique. Donc ton but, c'est de réclamer ton indépendance. La seule façon pour toi de devenir un homme, moi je dis toujours, il y a deux façons pour devenir un homme. Soit tu crées une famille, de ton côté, donc ça demande quand même un avantage, voilà. Soit tu as du succès. Donc c'est-à-dire que tu te réalises en argent, en statut, voilà, en n'importe quoi, en compétences. Soit les deux. Donc ça veut dire s'éloigner et savoir ce que tu veux faire. T'éloigner de tes parents. Moi, c'est pour ça que j'ai quitté ma famille, j'ai quitté ma mère, j'ai quitté, dans une certaine mesure, inconsciemment, son emprise. Parce que j'avais besoin de devenir un homme, d'être avec moi-même, d'être responsable de moi-même, de faire ma vie. Voilà. Pourquoi la femme n'implantait-elle pas son cerveau? Parce que pour rester en vie, elle n'a besoin d'aucune faculté d'ordre spirituel. Théoriquement, une jolie femme qui n'aurait que l'intelligence d'un chimpanzé réussirait parfaitement dans une société humaine. Et c'est horrible, les gars. Et ça, c'est David Buss qui le dit dans Evolutionary Psychology, que d'ailleurs citait Ralph et Martial dans leur podcast, que j'ai mis dans mes deux précédentes vidéos. Une femme moyenne veut un homme au moins d'intelligence au 60e percentile. 60e percentile, ça veut dire en gros... 60e percentile, bon, je sais pas quel pourcentage ça fait, mais pour te dire, un homme au 100e percentile, ça ne veut pas dire 1% des gens. Dire 0,0001% des gens. Parce que c'est une courbe logarithmique. C'est une courbe en cloche. C'est pas une courbe comme ça, une courbe en pyramide. Donc à 60 percentiles, ça doit être 30-35% des hommes. La femme moyenne veut ça. La femme moyenne veut ça. Donc elle est toujours décalée en fait. La femme moyenne, au 50e percentile d'intelligence, elle pas un homme au 50e percentile d'intelligence. Elle veut hypergamie, elle veut plus qu'elle. Plus grand, plus fort, plus intelligent, plus beau, plus riche. C'est la vérité. Et donc, ce qu'il disait, donc les femmes elles veulent un truc supérieur, et les hommes, quel que soit leur niveau d'intelligence, ils sont prêts à descendre. Ça descend au 30e, voilà, 30e percentile, etc. Donc 30e percentile, ça veut dire qu'en gros, tu descends, 80% des femmes te satisfont. 90.
Voilà, 20e percentile. C'est ça, c'est la vérité. Si t'es belle, t'as un vagin, t'es reproduisible, et voilà, et c'est la vérité. Et ça, je le dis pas en mode, oh mon dieu, Esther Villard a dit ça, je le dis parce que voilà, c'est la vérité, les hommes vont choisir ça. Un homme va s'en battre les couilles parce que pour lui, ce qui compte chez une femme, c'est pas forcément son intelligence. Même si ça vaut le coup d'avoir une femme minimum intelligente parce que sinon tes enfants ils sont stupides. Et oui, ils vont arrêter des deux traits d'intelligence. Voilà quoi. Mais c'est quand même aussi intéressant qu'il soit physiquement esthétique quoi. En général, son intelligence au plus tard à 12 ans. C'est-à-dire à l'âge où elle décide de se livrer un jour à la prostitution en trouvant un homme qui travaille pour elle contre le prêt à intervalles réguliers de son vagin. Ouh! Ouh! Oh mon dieu, c'est d'une violence inouïe ça. Mais il y en a qui diraient, oh mon dieu, Thomas, Oponopono, il y en a qui me diraient, oh regarde, ouh, ça contracte moi, quelle conscience, énergie, espace je veux être. Et je suis d'accord avec ces personnes-là, mais en même temps, pour une majorité des femmes, c'est la vérité. Elles vont se dire, pourquoi je travaillerais si un mec peut faire ça pour moi. Et moi je l'ai fait aujourd'hui. Vous savez quoi? Là j'étais à la salle de sport, et il y avait une nana qui essayait de déplacer sur la machine à mollet. Donc en plus elle était voilée, elle devait être éthiopienne ou alors je sais pas quoi, somalienne. Et en plus elle était pas belle, hein. Elle était vraiment pas belle quoi. Elle essayait de soulever la plate de 45 livres. Et donc moi je lui dis, t'y arrives pas? Tu sais mais en mode, genre, dans mon message je vais dire, ah, t'es une meuf quoi. C'était trop ça. C'est bon, vas-y, je vais le faire. Et donc moi tu sais, je prends, mais d'une facilité quoi, je prends ça, je laisse la plate et je le voilà. Alors je me dis, c'est bon, t'as besoin de l'autre? Non, c'est bon. Mais en fait c'est son jeu, c'est con. Mais j'étais dans son jeu, elle faisait exprès d'être faible la meuf. Elle faisait exprès d'être faible. Et toi quand t'es un homme, je vais dire, oh, regarde, moi je suis trop puissant, regarde, je vais faire ma force, etc. T'as de l'orgueil. C'est horrible. Je l'ai fait ce soir, donc pour te dire que c'est ça en fait. Et là il n'y a même pas de vagin, on s'en fout en fait. C'est ça, c'est le pire, c'est que parfois les femmes elles vont te faire ça sans même te donner de valeur sexuelle. Bon, moi clairement, cette nana elle m'attirait pas sexuellement, je peux vous le dire entière les gars. Voilà quoi. Certes, elle poursuivra des études, obtiendra même un salbigondi de diplôme, car l'homme croit qu'une femme qui a beaucoup pris par cœur, c'est quelque chose. Et un diplôme augmente à ses yeux la valeur commerciale de ce qu'il convoite. Mais en réalité, les voies des deux sexes se séparent là, une fois pour toutes. À partir de ce moment, toute possibilité de communication entre l'homme et la femme est coupée et pour toujours. En gros, c'est ce que je disais dans la précédente vidéo et dans cette vidéo aussi, quand t'es un homme, tant que tu choisis des femmes parce qu'elles t'attirent sexuellement, tu te fous toi dans le cul. Désolé, je peux pas dire mieux. Tu te fous le pied dans l'œil, tout ce que tu veux. Je fous n'importe quoi dans les orifices, mais tout ça pour te dire, une femme, c'est pas les diplômes que tu veux, c'est l'intelligence paysanne. C'est quoi l'intelligence paysanne d'une femme? C'est, ça va être con, mais étriper un poulet. Ça va être con, mais voilà. Ça va être, je sais pas moi, faire le linge, ou s'occuper des tâches ménagères. C'est juste ça, c'est l'équilibre. L'homme s'occupe des tâches extérieures, la femme s'occupe des tâches intérieures. Voilà. C'est une femme qui saura, par exemple, c'est con, mais prendre soin d'un nouveau-né. C'est une femme qui saura, je sais pas moi, qui aura des connaissances pratiques utiles. On s'en fout que les femmes, elles aient des diplômes, les gars. Je vais vous dire, les gars, moi j'ai fait HEC Montréal, j'ai fait une maîtrise. Et moi j'étais avec les nanas, et les nanas, j'ai rencontré une femme à peu près intelligente. Mais tellement névrosée, tellement blessée que elle en perdait de 50 points de QI, quoi. Bon, quand même pas. Mais voilà. Mais ça se voyait, la meuf, elle passait de partenaire en partenaire, mauvaise relation avec ses parents, tout ça, énorme immaturité. J'étais triste en fait, mais énorme immaturité émotionnelle, elles vont cacher ça par soi-disant la sophistication de leur intelligence. Mais c'était pas une personne mauvaise en tant que telle, c'était juste une nana. Voilà. C'est l'origine d'une des erreurs les plus importantes que commet l'homme dans son appréciation de la femme. Il la tient pour son égale. C'est-à-dire pour un être humain dont le fonctionnement sentimental et intellectuel se situe à peu près dans les mêmes domaines que le tien. Et c'est pas moi qui dis ça, les gars. Un homme a beau étudier le comportement de sa femme, il ne le fait que du dehors, en écoutant ce qu'elle dit, en la voyant agir, s'occuper. Quand il déduit de ses manifestations extérieures ce qu'elle pense, c'est sa propre échelle de valeur qu'il utilise finalement pour la juger. Ça, c'est de la projection, les gars. En gros, ce qu'elle vous explique, c'est que lorsque vous voyez quelqu'un, ne l'évaluez pas en fonction de vos critères, mais de ses critères réels. C'est-à-dire, si, par exemple, elle doit plier du linge et elle dit « Ah, c'est difficile », voilà, quoi. Ce qu'il arrive à savoir, c'est ce que lui dirait.
penserait à sa place à elle. Et si le résultat de ses observations d'après son échelle de valeur est assez déprimant, il en conclut seulement que quelque chose doit empêcher la femme de se comporter comme il le ferait si elle était elle. Non, c'est vrai. Alors, je vais faire une extrapolation à ce niveau-là. C'est que moi, en tant que... je vais vous dire, les gars, j'ai un QI qui avoisine les 180. Voilà, au secours. Est-ce que j'ai réussi dans ma vie? Je sais pas. Mais voilà, moi je suis juste en rétention séminale, je raconte ma vie, j'ai de Esther Villard et je fais des vidéos sur YouTube et j'apprends aux mecs à pas éjaculer. C'est ça. Non, voilà, littéralement. Bon, un peu, j'aide aussi à peu près les garçons à l'univers des hommes, mais ça c'est un autre truc. Mais lorsqu'on a un mec surdoué, moi je projette mes capacités sur les autres. C'est-à-dire, je dis, ah, mais si tu n'y arrives pas, c'est que tu ne vas pas avoir de volonté, pas avoir assez de volonté. En fait, il y a des gens qui sont foncièrement, fondamentalement, moins intelligents que moi. Et pas, je ne dis pas ça en étant méchant, je dis ça que, si tu faisais un test de QI, objectivement, t'aurais pas 130. T'aurais 100, 105, voire t'aurais 95. Et c'est la vérité. Et c'est comme ça. Et donc moi, ce que je dois faire dans ces niveaux-là, je vais dire, ah, en effet, ce que je demande, c'est beaucoup. Et je projette mes capacités sur toi, et donc je fais une erreur en faisant ça. Et donc mes excuses. Donc parfois, c'est pas que les gens n'ont pas de bonne volonté, c'est que les gens sont pas assez intelligents pour ça. Et croyez-moi, l'orgueil et le narcissisme et l'arrogance, ça vous fait croire souvent que les gens sont beaucoup plus intelligents qu'ils sont. Et il y a des gens qui sont parfois cons comme un manche à balai. Sauf qu'ils ont une grande gueule. Car l'homme se tient pour mesure de toute chose, et avec raison si l'on définit l'être humain comme un être pensant. Par exemple, s'il observe qu'une femme passe tant et tant d'heures par jour à faire la vaisselle, le ménage et la cuisine, il n'imaginera pas un instant que ces tâches puissent la satisfaire parce qu'elles conviennent idéalement à son niveau intellectuel. Il croira qu'elles l'empêchent de s'occuper d'autres choses et s'efforcera de mettre à sa disposition un lave-vaisselle automatique, un aspirateur à poussière et des plats cuisinés. Il voudra la débarrasser de ses travaux stupides, lui permettre de mener l'existence dont il rêve lui-même. Ah, mais c'est trop intéressant ce qu'elle vient de dire là. En gros, elle vous explique que... Et ça, c'est la vérité. Oui, ça peut être rébarbatif les tâches ménagères, mais il y a quelque chose de satisfaisant que nous, peut-être probablement en tant qu'homme, on n'arrive pas à percevoir pour les femmes qui vont faire ça. L'homme ne peut pas percevoir forcément ce qu'aime la femme dans le fait de s'occuper de quelqu'un d'autre, de s'occuper d'un foyer. Donc l'homme, puisqu'il pensait que la femme, elle en avait marre de faire la vaisselle, il s'est dit, je vais inventer le lave-vaisselle. L'homme, puisqu'il se disait, ah, la femme, elle en a marre de faire le balai, je vais inventer l'aspirateur. L'homme, il s'est dit, puisque la femme en a marre de faire la lessive, je vais inventer la machine à laver. Et dans une certaine mesure, ça peut être intéressant. Même si une partie d'automatisation, il y a une partie aussi de prendre soin d'eux. Mais c'est comme si vous avez vu les vidéos de certaines tradwives. Bon, vous voyez que les nanas, elles sont totalement malades mentales. Ça fait peur. Tu regardes leurs yeux, tu sais que la meuf, elle a au moins 4 psychoses et 29 névroses. Et c'est une blonde qui avait un peu rondelette qui disait qu'entre 8h30 et 10h, je me maquille et je prends un bain. Je fais, ok, d'accord, j'ai compris. Où est-ce qu'on est, quoi? Et là, il se trompe. Au lieu de commencer à s'intéresser à la vie spirituelle, à s'inquiéter de la politique, d'histoire ou d'exploration spatiale, la femme utilise le temps du venu libre à faire de la pâtisserie, à repasser de la lingerie, à coudre, à tricoter ou, quand elle a vainement l'esprit, l'entreprise, à décorer les agencements sanitaires de salle de bain avec des guirlandes de petites fleurs. Mais c'est trop vrai! C'est trop vrai! En fait, moi aussi, pendant très longtemps, je me suis dit, j'ai besoin d'une femme qui soit aussi intelligente que moi. Mais en fait, ça n'existe pas. En fait, ou c'est très rare. C'est encore plus rare, quoi. J'ai besoin d'une femme qui me complète. Moi, j'ai besoin d'une femme qui... parce que moi, je suis bordélique, dans une certaine mesure. Là j'ai plein de vêtements, là. J'ai poussé ça, là. Et que j'ai un TDAH, et que je travaille beaucoup, etc., et que je fais du sport. J'ai besoin d'une personne qui m'aide à faire ma lessive, à ranger mes gants, à étendre tout ça. À se compléter. Et c'est ça. Et en échange, je ramène des trucs, et on échange, et on fait les enfants, et il y a le sexe, etc. C'est horrible. Mais c'est... En fait, ce qu'elle explique, c'est que... Esther Villard, fondamentalement, c'est que son point de vue des relations humaines est transactionnel. Et jusqu'à un certain niveau de conscience, c'est vrai. Mais pour les femmes dont elle parle dans les années, en 1972, lorsqu'elle a écrit ce bouquin, c'est le cas. La plupart des nanas ont acheté les Beatles, ont acheté la libération sexuelle, ont acheté le travail, les études, coucher partout, etc. Et c'est le bordel. Voilà. Au fond, est-il un seul homme qui attache vraiment de la valeur aux sous-vêtements repassés, aux décors de petites fleurs et aux gâteaux qui ne viennent pas de chez le pâtissier? Comme la femme parvient à lui faire croire que tout cela est nécessaire, ou fait pour le moins partie de la culture entre guillemets, il lui invente la machine à repasser, la pâte, toute prête, à pâtisserie, des distributeurs de papier hygiénique, déjà décorés de petites fleurs. Mais la femme n'en achetait pas plus pour cela. Il manque un mot, ici ça est mal traduit. Elle ne s'intéresse pas davantage à la politique et l'exploration de l'univers,
la laisse totalement froide. Le temps libre que l'homme lui procure arrive juste à point. Enfin, elle va s'occuper d'elle-même. Et puisque les aspirations spirituelles, comme on le sait, lui sont étrangères, elle comprend naturellement par là s'occuper de son aspect extérieur. Bon. Donc en gros, le temps que les femmes ont libéré aujourd'hui, et c'est la vérité. Regardez les femmes qui se maquillent. Regardez les femmes qui passent leur temps dans les trucs à ongles, etc. Regardez les femmes qui passent leur temps à choisir des parfums, des vêtements, etc. En fait, la plupart du temps, plus ces femmes passent du temps dans ces endroits-là, moins elles prennent vraiment soin d'elles. Elles font pas de sport, elles mangent mal, elles font pas de méditation, elles vont pas voir de psy, elles ont pas, je sais pas moi, elles ont pas de bonnes habitudes, etc. Elles ont pas de bonne routine. C'est la vérité. Moi, ça me fait trop rire parce que je vois des meufs qui ont un IMC à 950 et qui sont maquillées comme des peintures je sais pas quoi, comme des peintures fauvistes. C'est la vérité, quoi. Moi, ce qui me fait rire, c'est que les femmes, elles veulent cacher leurs imperfections, elles vont mettre du maquillage, etc. Elles ne comprennent pas que la peau, ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire que ta peau, un jour, je vais faire cette masterclass peau et maquillage, je vous le jure, les gars, je vous le jure, je la ferai. Mais en gros, ta santé de la peau, c'est avant tout ta santé intestinale. Tu vois, moi, là, par exemple, j'ai un bouton, donc probablement, j'ai un truc à digérer. Mais est-ce que c'est un truc à digérer physiquement, un truc à digérer émotionnellement? J'ai beaucoup de digestion émotionnelle, on va dire, en ce moment. C'est assez intense. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la plupart des femmes qui prennent soin de leur aspect extérieur avant tout, elles prennent pas de leur aspect intérieur. Ça va être leur santé mentale, leur santé physique, leur santé intestinale, leur santé systémique, organique. Elles mettent des vernis, etc. Elles mettent du fond de teint, etc. C'est horrible. La plupart des femmes sont en mode... font ça pour attirer un homme. Les femmes se maquillent pour ne pas paraître moche par rapport aux autres femmes et pour attirer un homme, pour séduire un homme. Moi, j'en ai toujours, les gars, je vais vous dire un truc. Écoutez bien. À côté de chez moi, il y a un dollar store. C'est un truc où tu achètes pour quelques dollars des machins. Il y avait une nana, à un moment, qui travaillait là. Elle n'était pas spécialement belle. Elle mettait énormément de maquillage. Mais elle avait des nibards, les gars, comme as. Comme as. Donc, mais elle mettait énormément de maquillage. C'était pas beau, quoi. Donc, je vous le dis, les gars. Une femme, vous la choisirez pas parce que... Et les mecs, ils regardaient ça. Donc, la meuf, elle était obligée de mettre un survêtement, etc. Enfin, un pull ample, voilà, pour que ça se voit pas trop. Parce que nous, les mecs, on réagit à ça. On réagit aussi de la reproduction. On réagit aux gros nibards, aux grosses hanches et aux grosses fesses. C'est juste ça, les gars. Et à la jeunesse. Et la peau est un indicateur de santé. C'est pour ça que les femmes, elles vont mettre beaucoup de maquillage. Parce que si t'as mauvaise santé physique, tu auras des problèmes de peau. Et t'as plein de nanas qui ont, parce qu'elles bouffent de la merde, de l'alcool, et parce qu'elles ont aucune éducation en ce qu'il faut manger, parce qu'elles sont véganes et mangent des lentilles et du blé, elles ont plein de boutons sur la gueule, etc. Bon, moi, là, j'ai des boutons, mais... Je vous dis, j'ai jamais de boutons, les gars. Si vous regardez toutes mes vidéos, là, sur les 2 dernières années, j'ai rien du tout, là. Et là, c'est le festival, là. Là, je crois que j'ai eu un truc, là. Je sais pas si ça se voit. Ah, j'ai eu des boutons, là. Je sais pas si ça se voit encore. Ça a l'air d'être parti, ouais. J'ai eu une éruption cutanée. Mais c'était émotionnel. Mon acupunctrice, elle m'a dit, alors ça, c'est la digestion émotionnelle, ça, c'est le stress, ça, c'est l'anxiété, et ça, c'est le méridien de je sais plus quoi. Et je fais, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris, c'est psychosomatique. Mais voilà, c'est ça que je vous dis, les gars. Donc on continue. On continue parce que c'est trop bien. L'homme qui aime la femme et souhaite passionnément par-dessus tout son bonheur, la suit encore sur ce terrain. Il produit pour elle du rouge à lèvres qui ne tache pas, du noir aux yeux qui ne la fait pas pleurer, des bigoudis chauffants qui remplacent ses ondulations absentes, des blouses plissées qu'elle n'a plus à repasser, des sous-vêtements qu'elle jette au fur et à mesure qu'ils sont sales, car elle a toujours le même but, la délivrer de ses mesquineries une bonne fois pour toutes, lui permettre de réaliser en elle ce qui est spécifiquement féminin et donc étranger à son esprit d'homme. Satisfaire les aspirations élevées, à ce qu'il croit, la nature plus délicate, plus sensible de la femme, pour qu'enfin elle puisse mener la seule unique existence qu'il considère digne d'être vécue, une vie d'homme libre. Et c'est ce que je dis toujours, les gars. C'est qu'en fait, on croit que la femme... Putain, c'est ce que je veux dire, c'est horrible, les gars. L'homme, il doit se rebeller. L'homme, il veut être libre. L'homme, il veut être libre, mais surtout, pour la véritable liberté d'un homme... Putain, les gars, c'est horrible, je veux dire. Mais la plupart des... Ça se fera probablement sans femme. Si t'as une femme qui te permet d'être libre, alors là, c'est un bijou, cette meuf. Donc 33b ou 34b, je sais plus, dans l'apologie de Socrate, je n'ai jamais été moi maître de personne, disait Socrate. Et on avait dit, mon prof de philo avait dit, l'homme a besoin d'un maître. Mais c'est pas l'homme a besoin d'un maître, c'est Dieu, et la femme a besoin d'un maître, c'est l'homme. Donc la femme ne veut pas être libre. La femme veut être... La plupart des femmes, qui sont des femelles,
qui sont pas forcément dans le niveau de conscience plus élevé, veulent être attachées à un homme qu'elles respectent. Sauf que toi, si tu te plies en quatre pour elle, pour arranger sa vie, elle te respecte plus. C'est elle qui veut se plier en quatre pour toi. Mais parce que tu mérites. Parce qu'il y a un équilibre. La véritable égalité, c'est lorsque chacun est à sa place et remplit son rôle. Et il attend toujours. Car la femme, elle ne veut pas une vie d'homme libre. Comme la femme ne vient pas à lui, il commence à l'attirer dans son univers. Il multiplie les écoles mixtes pour... Oh mon dieu, c'est horrible ce que je veux dire. Alors là, je sais ce que je veux dire. Il multiplie les écoles mixtes pour l'habituer dès l'enfance à son style de vie. Il recourt à tous les prétextes possibles pour qu'elle fréquente les universités qu'il a créées, pour qu'elle s'initie aux secrets qu'il a découverts, dans l'espoir qu'une approche directe des grandes choses lui en donnera le goût. Il lui ouvre l'accès des dernières fonctions honorifiques dont il se réservait jusqu'à l'exclusivité, rompant ainsi avec des traditions qui lui étaient sacrées. Il l'incite à prendre conscience de son droit de vote afin qu'elle puisse, selon ses conceptions féminines, modifier les systèmes qu'il a imaginés pour administrer l'État. Peut-être dans l'attente que son action politique le portera la paix, car elle va jusqu'à lui attribuer une sorte de charisme pacificateur. Bon, bien entendu, il y a toujours des exceptions, mais c'est sûr que Ségolène Royal, Anne Hidalgo, Valérie Plante, Valérie Plante, si vous savez pas les gars, c'est la maire de Montréal, et Anne Hidalgo, c'était la maire de Paris. Je suis désolé, c'est qui ces gonzesses? Et d'ailleurs, moi je vais dire un truc. Faut bien comprendre que c'est pas les femmes qui ont poussé les écoles mixtes, probablement, à l'époque. C'est... peut-être, enfin je sais pas. Moi je sais qu'à Paris, si vous baladez de temps en temps, même ici, vous voyez, entrée des garçons, entrée des filles. Les écoles, elles étaient séparées. Et les hommes projettent sur les femmes le fait qu'elles ont besoin d'avoir des hautes fonctions intellectuelles. En fait, la plupart des femmes, si elles avaient le choix, et ça a été fait dans les pays scandinaves, notamment en Suède, même si la Suède, on passera bientôt le Suédistan, quoi, ou voilà, si vous voulez savoir. Allez, je vous mettrai une vidéo de Taylor Oliveira littéralement sur la Suède, et vous comprendrez que la Suède, c'est un pays de ultra cuck qui ne mérite plus aucun respect de la part de tout homme qui se respecte, et de toute femme qui se respecte. Dans les pays scandinaves, on a fait des trucs où on disait, on donnait toutes les chances possibles pour les femmes pour qu'elles puissent rentrer dans les STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, médical, etc. Et elles s'en battaient les couilles. Elles s'en battaient les couilles. Pourquoi vous croyez que la plupart des femmes, elles vont être infirmières? Pourquoi vous croyez que le truc d'infirmière, c'est réservé aux femmes? Parce qu'il y a un instinct de la femme. On pousse pas les femmes à être infirmières. Il y a aussi des mecs qui sont infirmiers, mais c'est plus rare. Être soignante, pareil, bon, ou les mecs moins intelligents. Et c'est con, mais tu peux littéralement faire des classes sociales en fonction des gens. Oui, il y aura toujours des exceptions, etc. Mais littéralement, les mecs moins intelligents, c'est les aides-soignants, et c'est la vérité. Ensuite, t'as les infirmiers, ensuite, t'as les médecins. Bon, même si, encore une fois, l'intelligence, je dirais plutôt les capacités d'apprentissage scolaire et les capacités d'apprendre les choses qu'on demande. Parce que, tu vois, par exemple, ici, pour rentrer en médecine, on demande des mathématiques. Alors que dans la médecine, t'as au zéro mathématiques. Voilà, je te le dis juste comme ça. Pareil, tu fais la PACES en France, la première année commune aux études de santé. Pareil, t'as des mathématiques, de la physique, mais on s'en bat les couilles. Tu peux pas calculer, enfin, je sais pas moi, la physique mécanique lorsque tu fais de la médecine. C'est-à-dire des poulies, savoir combien de newtons il faut, l'inclinaison, etc., la vitesse, l'accélération, tu t'en bats les couilles. Le mec, j'ai fait ça, donc je le sais. Je comprenais rien, je m'en battais les couilles tellement puissamment. Voilà quoi. Mais donc, là, elle parle de la politique, elle parle des écoles mixtes, elle parle aussi des trucs exclusifs, l'armée, le droit de vote. Le droit de vote, les gars. Les femmes, elles disent oui, droit de vote, on a le droit de vote. Mais les gars, quand est-ce que les hommes ont le droit de vote en France? Quand est-ce que le droit de vote est apparu pour tous les hommes en France? Vous savez, c'est quand, les gars? Attends, je vais peut-être dire une connerie, mais... Droit de vote universel France, homme. Droit de vote universel France, homme. Écoutez, les gars. Suffrage universel masculin en 1919. Le droit de vote est étendu aux femmes en 1945. Donc lorsqu'on me dit, oui, regardez les femmes, on s'est battu pour avoir le droit de vote, etc. Les hommes se sont battus pour avoir le droit de vote. Les hommes, ils sont partis à la Première Guerre mondiale pour avoir le droit de vote. Là, c'est écrit là. Regarde là. Je viens de taper ça, là. Tu vois? Faut savoir que pendant longtemps, oui, les hommes, patriarcat, c'est juste les mecs, c'est des suffrages censitaires. Tu pouvais voter si t'étais riche seulement. Tu pouvais voter si t'étais un bourgeois, si t'étais un roturier, si t'étais un aristocrate. Donc voilà. Donc moi, lorsque j'entends ces conneries, oui, on s'est battu, etc., les suffragettes, faut remettre les choses en perspective, les gars. Faut remettre les choses en perspective.
Bon. Il s'accroche avec tant d'acharnement et de conséquences à ce qu'il suppose être sa tâche qu'il ne voit plus à quel point elle est ridicule. Ridicule d'après son échelle de valeur, naturellement, et non d'après celle de la femme. Car celle-ci, incapable de se distancer de l'objet, manque complètement d'humour. Non, les femmes ne se moquent pas des hommes. Elles peuvent tout au plus s'irriter un jour à leur sujet. Les vieilles façades, obligations du ménage, sont des enfants, derrière lesquels elles dissimulent leur refus d'une vie spirituelle, sont encore debout malgré leur délabrement. Elles leur servent à justifier, ne serait-ce qu'un peu ou pour la forme, leur fuite prématurée de l'université ou leur répudiation de toute carrière où il faut vraiment assumer leur responsabilité. Que se passera-t-il lorsque le travail ménager sera encore plus automatisé, qu'il aura pléthore de garder d'enfants, ou quand les hommes découvriront, ce qu'ils auraient pu faire depuis longtemps, qu'aujourd'hui, on n'a absolument pas besoin d'enfants. Bon, ça, je pense que ça, c'est un point de vue personnel d'Esther Villard. Elle a eu une fille, je crois, ou un fils, mais voilà. Mais c'est la vie, c'est la vérité. En fait, au-delà de ne pas avoir besoin d'enfants, elle aurait pu dire qu'on n'a pas besoin de femmes pour vivre nous en tant qu'hommes. On vit bien une vie en tant qu'homme. Moi, dans ma communauté, c'est horrible, mais il y a une nana, l'autre jour, elle m'a écrit, elle m'a dit ah ouais, moi je rentre dans Discord, même si j'ai pas le droit, etc. Et voilà. Mais en fait, moi, si je vois que t'es une femme sur mon Discord, je te demanderai de partir, et si tu veux pas partir, je te bannis. C'est la vérité. Moi, si j'étais un mec et je rentrais dans une communauté de femmes, je me ferais détruire. Mais toi, tu te permets ça. 2 poids, 2 mesures. Et elle m'a écrit, la nana. Et je lui dis, ok, mais moi, je te demanderai de partir. Je lui dis, si tu veux, elle me dit, ah, c'est pour les ressources. Je fais, c'est pas pour les ressources. Arrêtez de mentir. Arrêtez de me mentir. Arrêtez de me prendre pour un con. Pitié, arrêtez de me prendre pour un con. Je connais trop bien les femmes pour savoir que tu me dis pas la vérité. Que c'est pas pour les ressources. Mais bon, le genre, les livres et les trucs que je mets, etc. Non. Les femmes veulent être les petites souris dans les trucs d'hommes. Mais si elles voient des trucs d'hommes, nous, vous savez de quoi on parle en tant qu'homme? Il y a des nanas qui croient qu'on parle de cul, on parle de meuf, etc. Non. Quand on est en tant qu'homme, éventuellement, oui, on a ces discussions parce qu'on doit se transmettre le savoir des hommes plus âgés aux hommes plus jeunes. Nous, on transmet le savoir. Nous, notre but, c'est pas d'en parler juste pour... C'est ça, les gars. Nous, lorsqu'on est en tant qu'homme, ok, les gars, on va discuter, c'est quoi ton entraînement physique, comment je fais pour avoir une meilleure santé, les bonnes habitudes, l'alimentation, la nutrition. Littéralement, là, j'ai fait une masterclass nutrition, donc tu la verras. C'est ça, les gars. C'est ça qu'on fait, nous, les hommes. Nous, les hommes, notre but, c'est d'accumuler du savoir et de le transmettre aux générations futures. Pour qu'ils n'aient pas à faire nos erreurs. Parce que là, tous les mecs, mais moi, mon père, il a fait tellement d'erreurs pour pas que je les fasse après lui. Sa vie, c'est une inspiration pour pas que je devienne comme lui. Il m'a dit, Thomas, fais attention. C'est son message, en fait, à travers sa vie. Voilà, quoi. Il suffirait que l'homme s'arrête, interrompe une fois seulement son activité aveugle et en fasse le bilan pour qu'il s'aperçoive que tous ses efforts pour la promotion spirituelle de la femme sont restés vains. Certes, elle est de jour en jour plus talentée, plus soignée, plus cultivée, mais ses exigences croissantes demeurent purement matérielles, jamais spirituelles. Alors c'est pas vrai. Moi je dirais, il y a des femmes qui vont arriver à se détacher de ça. Pas toutes. Pas toutes. Lorsqu'elles comprendront qu'elles ne doivent pas se comporter comme des hommes. Lorsqu'elles auront du plaisir à se comporter comme des femmes. Lorsqu'elles se souviendront qu'être mère, c'est une bénédiction. Et c'est pas un fardeau. Et c'est pas et que la grossesse n'est pas une maladie. Et que c'est une beauté magnifique d'avoir un enfant et de donner la vie. Et d'avoir une famille. Et que probablement, si Dieu a décidé que les êtres humains allaient se reproduire comme ça, qu'il y a quelque chose de très bon comme ça. Je vais revenir sur le paragraphe précédent, je vous élaborer un point, j'ai vu le mot responsabilité. La femme ne veut pas la responsabilité. La femme ne veut jamais la responsabilité. La femme fuit la responsabilité comme la peste. Et moi, j'étais très féminin dans ce sens-là pendant très longtemps, où j'avais peur des responsabilités. La responsabilité, ça veut littéralement dire la capacité à répondre de ses actes. Et les femmes fuient ça comme la peste. Elles fuient ça parce qu'elles veulent laisser la responsabilité aux hommes. Parce que qui dit responsabilité, dit conséquence, dit maturité, dit adulte. Et beaucoup de femmes ne veulent pas ça, consciemment ou inconsciemment. Je dis pas, encore une fois, toutes. Tu vois, ce qui est juste problématique dans le discours d'Esther Villard, c'est que c'est catégorique. Mais encore une fois, je le dis toujours, elle parle pas des femmes, elle parle des femelles et des nanas qui soutiennent le féminisme de deuxième génération, où dans le but est de détruire les hommes et de dire que les hommes c'est le problème. C'est encore aujourd'hui, les gars, mais elle a l'air trash. Alors, par exemple, le mode de pensée que l'homme lui enseigne dans ses universités l'a-t-elle incité une fois à développer une théorie qui lui soit propre? C'est livré une fois à une recherche personnelle dans les instituts de recherche où il l'accueille. L'homme devra s'apercevoir peu à peu que tous ces livres merveilleux qu'il tient à sa disposition dans les bibliothèques où il la convie, la femme simplement ne les lit pas, que toutes les œuvres d'art fantastiques qu'il lui propose dans ses musées ne sont pour elle
dans le meilleur des cas, que matière à imitation. Oula, je suis désolé, il y a un moment qui s'est décidé de sonner. Qu'il ne juge tous les appels à la libération qu'il lui prodigue dans les films et dans les pièces de théâtre où il s'efforce de s'abaisser à son niveau et de parler son langage, que d'après leur valeur récréative, et que jamais, au grand jamais, il ne provoque chez elle la moindre révolte. Le but de la femme n'est pas de se révolter. Je l'ai dit encore une fois. L'homme a besoin d'un maître, Dieu, la femme a besoin d'un maître, l'homme. Et je dis pas, attention, encore une fois, je dis pas maître dans le sens de Tyrannos ou Dominus, mais dans le sens de didaskalos et magister. Le maître qui enseigne, qui guide, bienveillant, qui permet à la femme, finalement, de se réaliser en tant que femme, d'atteindre son plein potentiel, qu'elle veuille des enfants ou non, et de sa complétude, et d'être pas seulement un vampire à énergie, à ressources, et qui est une sangsue, littéralement, son endroit favorisé, c'est ton pénis. Et bah, pour guide de sang, elle va prendre ta semence. Parce que tant que les femmes ne sont pas éduquées comme les hommes sur la valeur de la semence masculine, bah, il y aura un problème. Ok, il reste 4 pages à peu près. Il est tout à fait logique que l'homme qui tient la femme pour son égal et assiste à l'existence stupide qu'elle mène à ses côtés se persuade que c'est lui qui l'opprime. Pourtant, aussi loin que remonte nos souvenirs, la femme n'a jamais été forcée de se soumettre d'une manière ou d'une autre à la volonté d'un homme. Bon, ça c'est pas vrai exactement. Voilà. Elle a toujours eu toutes les possibilités de se rendre indépendante. Si depuis tout ce temps, elle ne s'est jamais libérée de son joug, il n'y a qu'une explication, ce joug n'a jamais existé. Dans de très... En fait, à part les... Encore une fois, oui, il y a des femmes qui vont adorer l'art, il y a des femmes qui vont avoir des théories, etc. Par exemple, Marie Curie, mais exception. George Sand, exception. Sarah Bernhardt, exception. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais de même manière, les femmes, lorsqu'elles jouent d'une femme, les femmes ont été sous le joug d'un homme, c'est parce que l'homme s'en est servi. L'homme avait tellement de pouvoir et de puissance qu'il considérait la femme comme un objet. Et donc, il pouvait faire ce qu'il voulait d'elle. C'était son esclave. Et ça arrivait. Et s'il avait suffisamment de trous à combler, en plus de la femme, là, pour le coup, la femme n'avait aucune valeur. Et oui, alors la femme était sous le joug. Mais ça, c'est encore une fois, c'est pas la règle. C'est des cas exceptionnels. L'homme aime sa femme, mais tout en la méprisant. Parce qu'un être qui sort chaque matin de chez lui plein d'énergie pour conquérir un mot nouveau, ce qui évidemment n'arrive que rarement puisqu'il doit peiner pour gagner sa vie, ne peut que mépriser l'être qui refuse de le faire. C'est peut-être la raison de tous ses efforts pour favoriser le développement spirituel et intellectuel de la femme. Ayant honte pour elle, il croit qu'elle aussi a la honte. Par gentillesse de cœur, il voudrait la tirer de son embarras. C'est intéressant parce que ça, c'est une analyse psychologique. Elle est psychologue aussi, hein, Esther Villard. Vraiment de projection de l'homme sur la femme. Et ça, je dirais, c'est vrai. Moi, en fait, parfois, lorsque je parle à des femmes, j'ai l'impression qu'il y a personne à l'étage. Il y a des femmes qui veulent parfois faire semblant d'être intelligentes. Mais moi, je suis tellement... C'est horrible ce que je dis, les gars. Mais moi, déjà, je suis un homme, et deux, je suis tellement intelligent que bon, je vois ça tout de suite, en fait. C'est pour ça que moi, quelqu'un me reprochait, me disait « Ah, mais Thomas, tu vois, t'es tout seul, t'es dans ton canapé, tout ça. » Mais moi, j'ai tellement de lucidité que je refuse de me mettre avec quelqu'un pour me rendre prisonnier et m'enlever de la liberté. Si je décide de me mettre avec quelqu'un, c'est pour augmenter ma liberté. C'est parce que vraiment cette personne augmente ma puissance, littéralement. Ce qu'il ignore, c'est que les femmes ne connaissent pas cette curiosité, cette ambition, ce besoin d'agir qui lui paraissent si naturels. Elles ne participent pas à l'univers masculin parce qu'elles ne le veulent pas. Elles n'ont aucun besoin de lui. Le type d'autonomie de l'homme serait pour elles dépourvu de toute valeur. Elles ne ressentent pas leur dépendance. La supériorité spirituelle et intellectuelle de l'homme ne les choque nullement dans ce domaine. Elles n'ont aucune ambition. Et en fait, c'est quelque chose qu'on voit désormais aujourd'hui, où les femmes, elles veulent être comme des hommes. Et ça s'appelle la dépolarisation. Les femmes veulent être les égales de l'homme, les femmes veulent être des hommes. Les femmes deviennent, comme disait Pierre Daco dans Comprendre les femmes et leur psychologie profonde, les femmes deviennent des pseudo-mâles, des demi-hommes. Et donc les femmes sont malheureuses. Les femmes ne répondent plus à leur sexualité, les femmes ne répondent plus à leur psyché profonde. Les femmes se laissent submerger par leur animus. Je mettrai dans la description là, dans le i, ma vidéo sur Jung, va la voir, super intéressant. Jung t'explique avant Esther Villard tout ça en fait. Mais en tant que psychiatre et en parapsychologie. Il t'explique que aujourd'hui ce qui se passe c'est que les femmes elles sont submergées par leur animus, leur côté inconscient masculin, et elles veulent phagocyter les hommes.
parce qu'elles ont une haine fondamentale contre leur père et contre les hommes. La femme peut choisir, et c'est ce qui lui assure une telle supériorité, une supériorité infinie sur l'homme. Elle a le choix entre la forme de vie de l'homme et celle d'une sotte créature de luxe, d'un parasite. Presque toujours, elle choisit la seconde possibilité. L'homme, lui, n'a pas le choix. L'homme ne peut pas être un parasite. L'homme ne peut pas être pas intelligent et rien faire. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, malheureusement, je devrais pas dire ça, mais avec les allocations sociales, avec les trucs comme ça, on donne beaucoup plus de chance à des personnes qui, il y a encore quelques siècles, mourraient tout de suite, disparaîtraient, seraient mendiants ou on aurait d'autres choix que de piller, de voler, que de tout ça. On n'aurait même pas assez d'intelligence ou la force pour ça. Et voilà. Les allocations, etc. Si les femmes se sentaient opprimées par les hommes, elles éprouveraient envers eux le sentiment de haine ou de peur qu'inspire tout oppresseur. Or, les femmes ne haïssent pas les hommes et ne les craignent pas. Si les hommes les humiliaient par la supériorité de leurs connaissances, elles chercheraient à devenir leurs égales en se servant des moyens mis à leur disposition. Si elles avaient l'impression de ne pas jouir de cette liberté, elles auraient réussi à se libérer au moins de nos jours, cette constellation favorable de leur histoire. Ça c'est intéressant parce que finalement ça montre que l'hypergamie est valable. La femme ne veut pas être l'égale de l'homme au fond, elle veut avoir un homme qui lui est supérieur. Et donc pour avoir un homme qui est supérieur, il faut que l'homme gagne plus d'argent, soit plus intelligent, ait fait plus d'études, ait plus de diplômes, etc. Eh oui. Et donc, son but, c'est pas de devenir l'homme. En fait, c'est ça aujourd'hui. Les femmes deviennent les hommes avec qui elles veulent sortir. C'est quelqu'un qui disait ça dans la Bible, je crois que c'était Rollo Tomassi, mais c'est la vérité. Parce qu'elles ne comprennent pas ce que c'est qu'un homme, elles ne voient plus d'hommes, les hommes ne savent plus qui ils sont, les hommes ne savent plus comment devenir des hommes, les garçons et les mecs ne savent plus comment devenir des hommes, bah, les femmes remplacent les hommes. Et les femmes se marient, au lieu de se marier avec des hommes, elles se marient avec l'État. En Suisse, l'un des pays les plus évolués du monde, et où les femmes n'ont bénéficié du droit de vote qu'à une époque récente, un canton a voulu les laisser décider elles-mêmes de l'opportunité de cette mesure. La majorité d'entre elles ont refusé ce droit de vote. Les hommes concernés ont cru voir dans ce comportement indigne la conséquence de leur tutelle séculaire. Comme ils se trompent. La femme n'a pas du tout l'impression d'être sous tutelle. L'une des nombreuses vérités déprimantes concernant les rapports entre les deux sexes est que, dans l'univers de la femme, l'homme n'existe pratiquement pas. Il n'occupe pas la place nécessaire pour qu'elle se révolte contre lui. La dépendance de la femme à son égard est purement matérielle, d'un type purement physique. C'est celle du touriste par rapport à sa compagnie d'aviation, du cafetier qui recourt à son percolateur, de l'auto qui ne marche pas sans essence, du l'hiver qui a besoin du courant. Ce type de dépendance n'engendre guère d'angoisse spirituelle. Alors, à un moment, elle dit un truc... L'une des nombreuses vérités déprimantes concernant les rapports entre les deux sexes est que, dans l'univers de la femme, l'homme n'existe pratiquement pas. Et ça, je retrouverai la vidéo. Je mettrai une vidéo de Omas, il fait un podcast, où il dit « Oui, pour les femmes, 70% des hommes n'existent pas. » Et les nanas, sur le plateau, elles font oui. Elles font comme ça. Si t'es un mec lambda, pour une femme moyenne, t'es invisible. Alors imagine si t'es un clodo. T'es invisible pour les femmes. T'es invisible. Éventuellement, la femme, elle a de la pitié pour toi. Elle te donne une pièce. Et voilà, t'existes pas pour elle. T'es un non-être. Les femmes sont des créatures extrêmement froides, par défaut. Il y en a qui seront plus chaudes. Mais une femme est d'une logique implacable. Les gens disent toujours, oui, les femmes, elles sont émotionnelles. Non, 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 non. Les femmes ont des émotions qui sont liées à leur raisonnement logique. Et les femmes justifient leur raisonnement à travers leurs émotions. Tandis que les hommes ont des émotions, et ils n'essayent pas de justifier ces émotions. Ils se disent, j'ai des émotions, c'est bon, c'est vrai, c'est faux, etc. La plus grande tragédie pour une femme, c'est de comprendre à un moment de sa vie que ses émotions ne sont pas la réalité. Et ça, c'est très dur pour une femme. Ibsen, qui a commis la même erreur que tous les hommes, s'est donné la peine de rédiger avec sa maison de poupée une sorte de manifeste qui s'adressait à toutes les femmes. Mais la première représentation, en 1880, n'a agi comme un choc que sur les hommes, qui se sont alors jurés de lutter avec encore plus d'acharnement pour assurer à la femme des conditions de vie dignes d'un être humain. Du reste, cette lutte pour leur émancipation devait aboutir chez les femmes, comme d'habitude, à une variation de la mode. Pendant quelque temps, elles se sont plus à jouer la mascarade à la suffragette dont on s'est moqué si souvent. La philosophie de Sartre a produit sur elle un effet d'une profondeur sans vol. Pour prouver qu'elle l'avait bien compris, elles se sont laissées pousser les cheveux jusqu'à la taille et ont mis des pantalons et des pullovers noirs. Le même phénomène vient de se reproduire avec la doctrine du président Mao Tse-tung. Pendant toute une saison, on avait triomphé le Mao look. Encore une fois,
Bon, c'était un truc assez intéressant. Je pense qu'on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. On va y aller tranquillement. Mais voilà, je ferai des vidéos comme ça, ça sera digeste. Je ferai une playlist Esther Vilar. Donc voilà, je la mettrai quelque part par là. Et je la numéroterai. Donc là, je mettrai EV2 pour Esther Vilar. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? C'est qu'en fait, la plupart des femmes sont des femelles. C'est la vérité. La plupart des femmes vivent en fonction de leur programme, vivent en fonction de leur mémoire, comme dirait le docteur Hiha Kaya Kala Hulen. La plupart des gens ont un programme, ont un software, ont un logiciel qui est automatique. Et en fait, plus un logiciel est automatique, plus tu vois la véritable intelligence d'une personne. Et là, je dis pas seulement le QI. Je dis vraiment l'intelligence vivante, humaine. La plupart des gens sont endormis. La plupart des gens ne sont pas élevés dans la conscience. La plupart des gens sont dans l'opposition. La plupart des gens ne comprennent pas qu'ils sont maîtres de leur vie. Et c'est la plus grande tragédie aujourd'hui. La plupart des gens, surtout des femmes, mais aussi des hommes, ne deviendront jamais complètement des hommes avec un grand H ou des femmes avec un grand F. Donc encore une fois, c'est pas un truc à charge sur les femmes, mais c'est comprendre que, comme elle dit au-dessus, tout en haut, là dans son agrafe, comme c'est dans son intro, enfin, voilà, dans son petit mot de départ, je dédie ce livre à ceux dont il n'est pas fait mention ici, aux hommes si rares qui ne se laissent pas dresser, aux femmes si rares qui ne se laissent pas acheter, et à celles si heureuses qui n'ont pas de valeur commerciale parce que trop vieilles, trop laides ou trop malades. En fait, encore une fois, il faut bien comprendre que ce livre est dédié aux femmes qui ont promu le féminisme de deuxième génération. Et donc, généralement, les femmes qui, aujourd'hui, promeuvent aussi le féminisme de troisième génération. À savoir l'égalité sexuelle, l'égalité sociale, l'égalité humaine, l'égalité transhumaniste, l'égalité transsexuelle. Voilà. Je suis désolé, les gars, c'est dangereux, quoi. Mais donc c'est ça, pour moi, on est vraiment au niveau de la femelle. On est au niveau de... Là, on est au niveau du primate. On est au niveau de l'Australopithèque. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vole pas haut. Et c'est ça. Mais les hommes sont aussi responsables. C'est-à-dire que si une nana, elle est heureuse de faire, je sais pas moi, le ménage, etc., bah laisse-la. C'est la vérité. On a chacun nos passions. Et si elle se plaint, bah voilà. Si toi, ça te ferait chier, bah, tu dis, peut-être que d'autres personnes peuvent aimer. T'as des gens qui aiment les trucs épicés, t'as des gens qui aiment pas les trucs épicés. T'as des gens qui aiment les glucides, t'as des gens qui aiment pas les glucides. T'as des gens qui aiment le chocolat, t'as des gens qui aiment pas le chocolat. D'ailleurs, ouais non, ça passe sa place dans cette vidéo, mais j'en parlerai un autre jour. Ouais, c'est ça. Donc j'espère que cette vidéo aura pu t'éclairer. Moi, je te conseille vraiment de le lire. Je mettrai encore une fois un Google Drive dans lequel il y aura ce e-book en français. Bon, il y a quelques petites fautes de traduction ou de passage à la numérisation, mais voilà. Comme ça, tu pourras le lire. Et je conseille vraiment, si tu es un homme, lire ce livre. C'est très important pour toi. Sur ce, courage, force, honneur, bonne aventure séminale, discipline, fait le travail ici, surtout lorsqu'il y a envie. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.